Bonjour, je m'appelle Gracia et bienvenue dans la partie 2 de notre série hebdomadaire intitulée « Ici en Jazzy » où nous, les jeunes de la basse ville, nous venons chaque semaine avec un sujet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité très spécial qui nous vient de OCH. Bonjour, Stéphane Giguère. Je suis le président-directeur général de la Société de logement communautaire d'Ottawa, ou OCH. Alors, c'est un plaisir d'être ici. Merci et bienvenue parmi nous. Nous espérons que nous avons bien accueilli. Merci. Bon, tout d'abord, merci beaucoup d'être venu ici. On apprécie beaucoup votre présence et on aimerait commencer par vous poser la question de si vous pouvez nous parler de votre parcours pour devenir un PDG et les études, les activités, cheminement professionnel. Oui, bien, écoutez, c'est pas un parcours typique. Donc, souvent, les gens vont penser qu'on a des parcours très linéaires. On fait une chose, ça nous amène vers une autre. Puis en fait, c'est beaucoup d'expériences aussi, je vous dirais, personnelles qui m'ont amené vers la Société de logement communautaire d'Ottawa. Donc, au niveau professionnel, au niveau études, ça a été des études, évidemment, collégiales, universitaires, vers l'administration. Donc, pour moi, c'était important de bien comprendre comment ça fonctionne une organisation, pourquoi qu'on peut faire un impact, puis de quelle façon qu'on peut aider plus de gens. Donc, puis mon cheminement a commencé dans le secteur privé. Donc, pour moi, ce qui était vraiment important, c'était vraiment, au départ, trouver un emploi. Donc, il faut vous ramener au début des années 90. Le marché de l'emploi était très difficile. Puis, mon aspiration vraiment était de pouvoir travailler pour le gouvernement et donc bâtir une carrière au gouvernement, une carrière probablement très linéaire. Alors, le marché n'était pas du tout ça. Donc, il a fallu que je sois très, très entrepreneur, débrouillard, parti d'une entreprise dans le secteur privé qui a eu du succès par la suite en informatique, qui a encore eu plus de succès et qui m'a amené avec le temps à travailler aussi avec différents groupes, dont une organisation qui m'a amené vers le Nord canadien. Donc, j'ai travaillé avec Iqaluit dans les territoires du Nord-Ouest, rencontré les communautés autochtones et de comprendre aussi les enjeux en développement communautaire. Donc, de voir que, évidemment, les ressources sont très importantes, mais avant tout aussi le support qu'on peut obtenir de la communauté, de nos pairs, de nos amis, de nos parents, familles. Et éventuellement, il y a eu un appel à un moment donné où est-ce que une personne chercheuse de tête qu'on appelle, donc il cherchait quelqu'un pour la Société de logement communautaire d'Ottawa. Et dans le processus de recrutement, à un moment donné, je me questionnais à savoir est-ce que c'est un bon choix pour moi ou est-ce que je suis rendu, est-ce que pour l'organisation, je vais pouvoir leur donner la valeur qu'ils recherchent également. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé rencontrer des gens un samedi qui vivaient à Rochester Heights, donc de la Société de logement communautaire. Et ça m'a ramené à quand j'étais petit, parce que j'ai grandi dans un milieu qui était très modeste, très, très similaire à la Société de logement communautaire. Et ce moment-là était pour moi très déclencheur. Donc, par la suite, évidemment, mes expertises, mes expériences passées dans la gestion de changer, de transformer les organisations, mais avec des gens, une équipe incroyable. Mais évidemment, on a aujourd'hui fait en sorte qu'on peut s'impliquer plus avec la communauté. On ne comprend pas tous les défis, mais on écoute pour faire en sorte qu'on puisse travailler à résoudre les défis le plus possible. Puis on sait qu'aujourd'hui, les défis qui étaient mes défis dans les années 90 sont encore valables. L'emploi, l'éducation, l'accès au collège et à l'université. Donc, pour moi, c'est évidemment des thèmes qui me tiennent à cœur et qui me motivent à chaque fois. Et vous faites partie de ma motivation également. Oh, merci. Merci beaucoup de venir ici aujourd'hui. Mon nom c'est Jalil. Je voudrais te demander comment avez-vous su que vous vouliez devenir PDG d'OCH? Je crois que tu as répondu ça, mais avez-vous envie de devenir PDG quand tu étais petit? Il est certain que j'ai toujours eu un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui du leadership. Donc, j'ai un grand sens de l'organisation.
Lorsque je pratiquais des sports, souvent, on me nommait assistant capitaine de l'équipe. Puis, je comprenais pas trop pourquoi, honnêtement. Mais probablement, des gens voyaient en moi des choses que je voyais pas encore. Puis, même à l'université, dans souvent des projets qu'on fait en équipe, je me retrouvais le chef de l'équipe. Puis, encore une fois, je comprenais pas pourquoi. Parce que pour moi, c'est, écoutez, c'est un beau projet, ça va être intéressant. Let's go, tout le monde, on embarque. Puis, cette approche de let's go, aujourd'hui, je l'ai encore. Puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde la société de logement communautaire, si on regarde les impacts qu'on a à la société, c'est vraiment un esprit d'équipe. Puis, ce désir de gérer, d'être un leader, il était présent, mais sans être nécessairement la force dominante qui était ce que je voulais faire dans ma carrière. Mais je me rendais compte que plus j'avançais, plus qu'on me donnait des plus grandes responsabilités. Vous savez, lorsqu'on passe, puis quand je dis vous, là, tout le monde ici aujourd'hui, mais quand tu passes de budget de peut-être 200 000 $ par année à un budget aujourd'hui d'une corporation qui vaut 4,5 milliards de dollars, c'est énorme, là, la Société de logement communautaire. Mais évidemment, ça vient avec beaucoup de responsabilités, d'humilité. Puis ça s'apprend avec l'expérience, puis avec des erreurs, puis avec des succès. Puis l'ensemble, on avance. Merci. Oh, mais c'est très intéressant ce que tu nous dis. Donc, si on fait le résumé un peu, depuis que tu étais petit, tu étais déjà PDG. Avant de devenir PDG de Siège. Peut-être que ma mère pensait ça, oui. Mais ma mère, c'était probablement la présidente du conseil d'administration. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, ma prochaine question, ça serait, en tant que PDG, lorsque tu vois des gens qui ont encore du mal à vivre, comme en 1990, quel est le ressenti que tu as? J'ai toujours un désir de justice sociale à quelque part, à savoir que dans la vie, on a des moments qui peuvent changer notre vie, très positivement ou très négativement. Puis, LCO, c'est un peu la beauté, c'est qu'on amène une espèce de lueur d'espoir à tout le monde, qu'on peut, chacun à notre façon, selon nos conditions, nos besoins, on peut s'en sortir. Mais on a besoin d'un système de support, parce que c'est dur de s'en sortir tout seul, dans n'importe quelle situation. Même quand on est à LCO, puis on prend une grande décision, qu'on est en train d'investir, par exemple, un édifice ici à côté qui va être des dizaines de millions de dollars, c'est une grosse décision, là. On ne prend pas ça à la légère, mais ça se fait en équipe. Ça se fait avec plusieurs. J'ai un système de support. C'est pas Stéphane seul qui prend une décision. Alors, dans le même contexte, lorsqu'on est seul chez soi, puis on a souffert de troubles de santé mentale, de toxicomanie, ou qu'on vient de perdre un emploi, puis on a des enfants, on sait que c'est difficile. Ouais. Puis c'est là qu'on sait qu'on a besoin d'un système de support autour qui va faire en sorte que qu'à quelque part, à un moment donné, les gens vont s'en sortir. Alors pour moi, c'est cette notion de redonner, cette notion aussi, puis surtout lorsqu'on regarde la prévalence, il y a de plus en plus de sans-abri. Hein. On les voit, c'est visible, puis il y a aussi les sans-abri qu'on ne voit pas. Vous savez, ceux qui dorment dans leur voiture ce soir. Ça, c'est une réalité qui est de plus en plus émergente. Puis pour moi, c'est toujours un besoin d'aller au-devant, d'aller vers eux, vers elles, pour voir de quelle façon qu'on peut les aider. Parce qu'au-delà de ce qu'ils demandent, qui sont souvent des sous, en fait, le besoin derrière, c'est de se nourrir. Peut-être d'envoyer un enfant à l'école. Donc, derrière tout ça, il y a beaucoup de complexité. Puis pour moi, l'itinérance pour les sans-abri, quand je vois des gens en difficulté, quand je vois des gens qui ont des besoins, puis ça vient de ma famille, parce que quand j'étais petit, je le disais, on a eu des difficultés financières quand j'étais jeune. Puis, malgré tout, mon père redonnait le peu de sous. Et il voyait quelqu'un à la rue, il allait le redonner. Puis ça m'a toujours porté vers autrui, vers les autres. Puis d'essayer d'aider autant qu'on peut. Puis aujourd'hui, on est chanceux à la Société de logement communautaire. On a maintenant une fondation. Donc, on redonne justement aux locataires, aux gens. Par exemple, on a donné des vélos l'année dernière, un vélo par jour qu'on a donné. On donne des bourses pour aller au collège, à l'université. Puis c'est des milliers de dollars là, qui se donnent actuellement. Alors, pour nous, c'est vraiment important. Puis en fait, pour moi, c'est une façon de juste dire merci à la société de m'avoir permis d'avancer, puis d'avoir des équipes qui me permettent encore de grandir et d'apprendre.
En fait, tout ce que moi je retiens de tout ce que tu dis, c'est que tu es un peu comme Superman ou Batman de Ottawa, en fait. Des fois, je me dis Robin des Bois. C'est intéressant aussi. Oui. Honnêtement, en entendant votre parcours et vraiment votre histoire, c'est vraiment inspirant, surtout pour les jeunes comme nous. Et je me demande, en vous entendant, comment est-ce que vous faites pour gérer votre stress? Parce qu'on imagine être PDG de OCH ou de logement d'Ottawa, ça doit être grand et massif. Ça va venir avec des grosses responsabilités. Donc, comment est-ce que vous faites pour gérer toutes ces décisions à venir avec les impacts que ça peut avoir sur la communauté? C'est une excellente question. Puis, il y a deux volets. Puis, tantôt, je parlais de santé mentale, santé physique ou mentale. C'est aussi important, peu importe le rôle qu'on a, notre rôle est toujours très important. Que vous soyez la personne qui nettoie les planchers aujourd'hui dans cet édifice ou que vous soyez le président, les deux sont aussi importants. Donc, la façon dont on l'approche, c'est ça qui compte. C'est là où est-ce qu'il faut regarder, il faut trouver tout le temps cet élément de balance entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Puis il est certain que pour la Société de logement communautaire d'Ottawa, c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Vous savez, nos locataires, les jeunes, tout le monde vit chez nous. Alors, pour nous, bien, si demain matin, il y a un dégât d'eau dans un de nos édifices, puis ça se passe à 4 heures du matin, on va être présent. Si on a un tournoi de basketball avec les jeunes demain, on va être présent. Donc, vous savez, c'est un peu aux antipodes. Puis pour la question au niveau du stress, de l'anxiété, ça arrive plus généralement dans les situations d'extrême urgence. Donc, il faut être très calme, mais il y a beaucoup de pression médiatique, donc une pression politique aussi. Puis les pressions sont positives. Les gens veulent savoir est-ce qu'on prend bien soin de nos locataires dans ces situations-là. Alors nous, c'est notre rôle, puis moi, surtout comme porte-parole, c'est mon devoir de bien éduquer, puis bien faire comprendre que, bien, vous savez, oui, il y a une procédure d'urgence, si on évacue un édifice, on va relocaliser les gens. On a une équipe superbe au développement communautaire qui vont au service de sécurité, qui vont accompagner les gens. On le fait aussi même pour nos partenaires, parce que la Société de logement communautaire, on ne travaille pas tout seul. On a à peu près 150, 160 agences de groupes. Puis ça peut être, par exemple, Boys and Girls Club, Youth Service Bureau, mais ça peut être aussi des clubs de basketball locaux et autres avec qui on travaille, soccer et autres. Et pour nous autres, c'est vraiment important ça, parce que c'est dans ces situations-là où est-ce que c'est le réseau de support. Tantôt, je disais, vous savez, on ne peut pas s'en sortir trop seul. Mais c'est la même chose quand il arrive un incident, quand il arrive quelque chose de majeur. Bien, ça prend un système de support, ça prend un système de support communautaire, puis on peut compter dessus. Tu as dit que dans ton rôle, tu mets devant les gens dans toute ta responsabilité. Et je voudrais te demander, lorsque tu es le PDG, quel est le rôle et les responsabilités des PDG de OCH? C'est très varié. Puis c'est peut-être aussi, puis je retourne, tout à l'heure, on parlait d'une carrière qui n'est pas linéaire, mais justement dans un rôle de président, puis je compare des fois avec d'autres présidents de d'autres organisations, c'est rare que quelqu'un a simplement monté les échelons dans l'organisation. Là. Ça arrive, mais de moins en moins. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de compétences très variées. Avant que je vous joigne, j'étais sur un appel où est-ce qu'on regardait l'impact de notre fondation. Un appel avant, on était en train de revoir des négociations de contrats, des centaines de millions de dollars. L'autre appel avant, c'était un positionnement politique avec certains élus. Et quelques minutes avant, ma fille m'appelait pour dire, ben écoute, là, je m'en vais faire telle chose. Alors, il y a un volet personnel, il y a un volet professionnel. Puis c'est pas un travail où est-ce qu'on regarde et on compte les heures. Ça peut commencer très tôt, souvent très tôt le matin, à 5-6 heures le matin, puis on peut être encore à 9 heures au téléphone le soir. Puis le samedi, si on a des événements communautaires, par exemple des célébrations, des différentes célébrations ethniques qu'on a à travers le portfolio, bien, ça nous amène le samedi, le dimanche aussi. Mais c'est souvent, honnêtement, pour moi, la dose d'énergie positive. Parce qu'on a eu des dossiers, des fois, qui sont controversés, des dossiers difficiles. Mais lorsqu'on retourne dans la communauté, on rencontre les gens, on rencontre les gens de la communauté, puis on repart, on sent qu'on a fait quelque chose qu'on aide à améliorer. On sait que c'est pas parfait, mais on sait qu'on aide à améliorer.
Tout ce que tu as dit, j'ai juste retenu quelques millions de dollars. Et vu que la plupart de nos téléspectateurs sont des jeunes, et pour les motiver à grimper les échelons, si la question n'est pas assez indiscrète, tu touches combien comme ça? Je vous dirais, c'est un salaire qui est quand même très élevé par rapport à nos communautés. Pour quelqu'un qui a grandi dans une communauté qui est à revenu modeste, c'est certain que je suis très privilégié aujourd'hui, puis ça, je vais vous le dire. Mais ce qui est certain aussi, puis il faut comparer, lorsqu'on gère des organisations de 4 milliards de dollars et plus, on a des budgets opérationnels de 450 millions, on a plus que 600 employés, presque 700, là, on s'en va. On a 1000 contracteurs qui travaillent. Puis des contracteurs, ça, c'est les gens, par exemple, les concierges que vous voyez dans nos édifices, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont avec nous. Ils travaillent pour nous, en fait. Donc, moi, je suis responsable, moi et la corporation. On est responsable d'eux. Puis en plus, on a un programme de bénévoles. Puis ça, c'est un beau programme. On a 1300 personnes qui viennent des différentes compagnies annuellement. Puis ils viennent nous rencontrer. Puis ils viennent participer. Par exemple, on a eu la compagnie Deloitte, qui sont venus peinturer le 380 Murray. Les gens ne le savent pas, mais les corridors du 380 Murray, il y en a 1,1 km de long, OK, de corridors. C'est rare qu'on bâtisse des édifices comme ça aujourd'hui. Eux, Deloitte, en une journée, avec 60 bénévoles, ils ont tout peinturé nos corridors. Donc, pour nous, là, vous voyez, c'est intéressant, c'est dynamique, mais en même temps, pour moi, il y a une grosse responsabilité en matière de sécurité. On ne veut pas que les gens se blessent, ils sont dans notre édifice. On ne veut pas déranger les locataires, c'est leur chez-soi. Alors, il y a tout un travail de préparation avec l'équipe de développement communautaire, avec nos gens les gestionnaires de propriété. Alors, ces salaires qui augmentent, puis je vous dirais pour les jeunes, travaillez pas pour un salaire, travaillez pour votre passion. Parce que le salaire va venir. Vous allez être surpris à un moment donné. Puis vous allez faire « Oh, c'est tant que ça. » Puis tant que ça peut être un 40 000 par année ou un 100 000 ou un 200 000. Mais le but doit être fondamentalement, puis on a beaucoup de jeunes dans nos communautés qui ont émergé. Puis je pense à un particulièrement, je vais le nommer ici, Christo Bilukidi. Christo a grandi avec nous. Un ancien joueur de football de NFL, il a joué avec les Raiders. Il redonne à la communauté. Stéphane Keys, qui est animateur à CTV, a grandi à Russell. Donc, encore une fois, ce sont des gens qui font très bien aujourd'hui. Mais je peux vous dire qu'ils ne s'attendaient pas peut-être à autant. Mais aujourd'hui, ils redonnent. Alors, c'est cet élément-là qui est toujours important à considérer. Je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez tellement d'histoires à dire et ça me fait penser à genre quels sont les défis que vous avez déjà rencontrés genre dans le travail en question, genre des situations, parce qu'on sait par exemple que vous avez parlé des sans-abri, c'est un gros défi, donc on sait que les personnes de la communauté sont souvent inquiètes par la sécurité. Oui. Donc comment est-ce que vous faites pour aborder ces genres de défis? Oui, puis une question que pour nous autres, en fait, à chaque jour, on se repose parce que les défis changent continuellement. Donc, puis je vais vous donner un exemple. Avant la pandémie, un de nos grands défis était évidemment de s'assurer que, par exemple, on ait des programmes pour tout le monde dans différents volets. Mais là, on a vu tout d'un coup la santé mentale émerger à un autre niveau. Puis qu'avant, c'était tout le temps dans le même type de population qu'on voyait des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, ça peut être un jeune ou une jeune qui est en très bas âge, au même titre que ça peut être une personne âgée qui est très âgée. Donc là, pour nous, ça a changé toute la dynamique. La toxicomanie aussi, parce qu'avant, la toxicomanie, il y a 20-30 ans, on parlait d'alcoolisme. Aujourd'hui, on parle d'opioïdes. Il y a une grande différence. Quelqu'un qui est en rémission d'alcool, quelques jours, puis la personne revenait. Quelqu'un qui est en rémission d'opioïdes, on la perd pendant des heures. Son problème de santé devient physique. Nos employés, incluant moi-même, on a du naloxone dans notre voiture. C'est des choses qu'on n'a jamais vues avant. Donc, dans les défis, il faut savoir s'adapter. On a aussi, par exemple, par rapport à l'itinérance, vous savez, quand il fait moins 30 l'hiver, puis que des gens cherchent une place pour se réchauffer, puis ils voient une cage d'escalier, que ce soit chez LCO ou dans des tours de condominium ou dans d'autres logements, bien, ces gens-là, à quelque part, on les comprend aussi, là. Il fait froid.
Ils veulent avoir... Mais on sait que pour la sécurité des locataires, c'est pas ce qu'ils veulent non plus, parce que c'est très dérangeant de voir 3-4 personnes dormir dans la cage d'escalier. Alors, nos services de sécurité travaillent avec pour assurer justement la sécurité dans nos édifices, mais également sont très sensibles aussi au type d'itinérance qui est vécu dans nos édifices. Est-ce que c'est une menace vraiment, ou c'est vraiment quelqu'un qui cherchait simplement de dormir 1 heure ou 2, peut-être à 6 degrés et non pas moins 30. Donc, c'est toutes ces réalités-là qu'on voit aujourd'hui, puis qui sont des défis. Puis ce sont des défis importants aussi pour la communauté, parce que pour nous, on ne peut pas le faire seul. Tout à l'heure, je parlais du travail d'équipe. C'est très important que la communauté communique avec nous, s'engage, nous le rappelle, nous le dise. Bien, écoute, notre building, là, ça fait 5 fois qu'on voit quelqu'un le matin. On va venir, on va le faire. Puis parce que pour nous, la dernière chose qu'on veut, c'est que les gens se sentent insécures, parce qu'on sait que ça crée d'autres éléments de stress, d'angoisse, puis on ne veut pas ça. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez des enfants et quand tu es avec ta famille, qu'aimeriez-vous faire? Oui, j'ai des enfants adultes maintenant, jeunes adultes. Donc, les deux se sont beaucoup impliqués, soit dans nos communautés ou comme bénévoles dans la communauté aussi. Puis pour moi, c'était toujours important. D'ailleurs, quelque chose que j'ai toujours fait, puis ça a commencé avec mon père. Mon père, quand j'étais petit, m'emmenait toujours dans son milieu de travail. Puis, ça m'a permis de démystifier c'était quoi un bureau, des collègues, travailler en équipe, ou des fois, il faisait de l'overtime, il travaillait en temps supplémentaire. Puis le samedi, il y avait des documents à monter, je rencontrais ses coéquipiers. Puis j'ai fait la même chose avec mes enfants. Puis c'est assez intéressant parce que pour eux, ça allait démystifier le milieu du travail. Puis il y a un programme qu'on supporte, puis qu'on travaille beaucoup, qui s'appelle Avenir Jeunesse, Youth Future. Puis c'est exactement le programme qui est venu me chercher parce que ça permet à tous les jeunes de la communauté qui participent de démystifier c'est quoi le milieu du travail, c'est quoi de parler en public, c'est quoi de monter un curriculum vitae ou de chercher un emploi ou de se préparer pour une entrevue ou simplement aller sur un gros campus comme l'Université d'Ottawa ou Carleton. Ça fait peur la première fois. Là. Puis je me rappelle, moi, la première fois que je suis allé sur un campus universitaire, ma plus grande crainte, c'était de ne pas être capable de sortir de là. Parce que c'était trop gros, c'est énorme, puis on ne sait pas trop les classes sont où, comment ça fonctionne. Ils ont des codifications. Ouais. Puis vous l'avez peut-être vécu aussi. Puis pour moi, c'est important un programme comme celui-là, parce que ça nous ramène à l'essentiel, que dans le fond, lorsqu'on démystifie quelque chose, on finit par se l'approprier, puis ça devient soi, puis là, on peut bâtir. En fait, de ce balado, je retiens que tout ce que tu fais, tu le fais par amour, déjà de base, et c'est quelque chose qui te passionne beaucoup parce que tu le parles avec amour et je trouve ça très bien que tu le partages avec tes enfants et tout, que ça suive de génération en génération peut-être bien. Mais en étant moi-même résident des bâtiments aussi et tout, c'est vrai qu'on a la plupart du temps à se plaindre que oui, ils ne font pas souvent bien leur travail. Il y a des gens en bas de l'autre truc, ils ont la facilité d'entrée, on se sent peut-être pas assez en sécurité avec. Et quelle est ta réaction lorsque tu entends des trucs comme ça, lorsqu'on dit ils font pas bien leur travail, ils bossent juste notre argent, tout ça, des trucs comme ça? Mais ça arrive un peu partout, vous savez. Puis c'est ça qui est un peu... puis quand je dis vous, tout le monde, parce que la sécurité, ça commence toujours avec soi. Puis ce qui est important, puis je le rappelle souvent dans nos communautés, il faut connaître nos voisins, connaître les gens qui rentrent dans les édifices. Puis lorsqu'on voit quelqu'un qui n'a pas d'affaires dans l'édifice, bien, de nous appeler immédiatement, pas d'attendre le lendemain, parce que nous, il y a des façons, différentes façons, que ce soit des caméras, nos patrouilles ou nos collègues aussi au service de police ou ailleurs, qui peuvent venir immédiatement. Donc, tout à l'heure, justement, avant d'arriver, je voyais l'autopatrouille qui était autour. Donc, plus vous attendez, plus les gens attendent, moins nos chances sont fortes qu'on peut régler le problème. Donc, ça, c'est important. Puis, que les gens ne soient pas satisfaits, pour moi, c'est toujours encourageant parce que ça veut dire qu'il y a de la place à l'amélioration. Puis, c'est normal. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, si on était parfait, je pense qu'on ne serait pas ici, personne. Puis, l'idée, c'est d'apprendre de nos imperfections, de nos erreurs, parce que ça peut arriver. Un employé ou moi-même,
commet une erreur. On a oublié de laver tel coin, puis pour le locataire qui est là, c'était très important. Puis c'était un oubli, sans plus. Mais pour nous, c'est de nous le rappeler, de dire, mais écoute, nous autres, là, ce coin-là, c'est important. Puis on va le faire. C'est notre travail. Puis les gens, ils ont vraiment à cœur de faire en sorte que nos communautés soient mieux. Puis une belle évolution aussi, justement, de la participation avec les locataires. Moi, je vous dirais, il y a 10 ans, 11 ans maintenant, quand j'ai joint, il n'y avait pas un dialogue toujours entre le locataire et nous. Puis on a créé des points de contact. Aujourd'hui, on a des chatbots, les gens peuvent appeler, les gens me rencontrent, vont dire « Hey Stéphane, tout de suite, je vais envoyer un texte, j'envoie des photos. » Entre collègues, on a un système où est-ce qu'on envoie des photos. Si on voit, par exemple, un balcon qui a des ordures dessus, on sait que c'est dangereux parce qu'il arrive un incendie, les gens vont s'enfarger et ils pourraient se blesser. Puis pour nous, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, aussitôt qu'on a l'information, nous, on peut agir. Puis on rappelle toujours aux gens aussi qu'on est une organisation 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, vous appelez, il va y avoir quelqu'un au bout de la ligne. Nous, on priorise, évidemment, entre un dégât d'eau qui est en train de tomber de 4 étages, puis quelqu'un qui nous appelle pour dire « ma porte de garde-robe ne ferme pas ». On va regarder les deux, puis on va dire lequel des deux qu'on va aller. Donc, évidemment, ça ne sera peut-être pas la porte de garde-robe. Donc, nous, mais vous savez, par année, puis je dis à tout le monde, on reçoit près de 335 000 appels au centre d'appel. C'est à peu près le même niveau que le service de police d'Ottawa. Wow. OK, pour vous donner l'ampleur, on a des bons de commande. Un bon de commande, c'est quoi? Ça, c'est de réparer la porte ou l'eau. Puis, pour vous dire que, donc, c'est toujours important qu'on en ait à peu près 100 000 par année qu'on résout. Puis, on a besoin de tout le monde pour nous donner l'information. Merci de nous avoir suivis et d'être restés jusqu'à la fin. Merci encore une fois, Stéphane, de venir partager ce bon moment avec nous. Merci. Nous espérons que vous allez liker, vous abonner et commenter. Et on se revoit le vendredi prochain.